Bonjour à tous. Alors moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc j'arrive de Tunis, ça se voit un petit peu. Je suis arrivée avec un petit coup fin. Prof, comme on dit à Tunis, j'ai des petites choses pour vous. Je pose ça là, on verra ça après. Je vais d'abord me présenter. Alors je m'appelle donc... Alors, il faut que... Voilà, je m'appelle Amira Suilem. Je suis reporter. Moi, je vis entre Tunis et Paris. À Tunis, je suis la correspondante de Radio France Internationale sur place. Et à Paris, je travaille pour la chaîne franco-allemande que vous connaissez tous, Arte. Donc j'ai l'habitude de dire que je vis en quelque sorte dans une espèce de tiers-lieu, une espèce d'utopie qu'on pourrait appeler Tunis-sur-Seine. Alors Tunis-sur-Seine, c'est cette ville fantastique où vous pouvez à la fois profiter de la vie culturelle trépidante de Paris, tout en bénéficiant de la lumière absolument splendide de Tunis, et qu'on voit d'ailleurs sur cette photo d'un photographe tunisien qui s'appelle Alaa Zemzemi. Et la lumière splendide de Tunis, je crois qu'il faut bien cela pour penser ce que j'appelle le blues du reporter face à la folie du monde. En prévision de notre rencontre, j'ai essayé de trouver des mots, j'ai essayé de trouver des phrases pour vous expliquer ce que c'était que ce sentiment qu'on pouvait ressentir parfois en tant que journaliste, en tant que reporter. Et puis le hasard, s'il y en a un, m'a fait tomber sur ce livre de Charlotte Delbo, une poétesse. Et dans ce recueil de poèmes, j'ai trouvé quelques vers où je me suis dit, en fait, pas la peine de chercher les mots, elle a déjà tout dit, je me reconnais tellement dans ce qu'elle écrit. Et donc je vous lis ces quelques vers. Rien n'y fait. Le monde entier entend leurs cris, le monde entier entend et se tait, indifférent, démuni, harassé de sa propre vie, sensible, compatissant, impuissant. N'y a-t-il rien à faire vraiment? Eh bien, le blues du reporter, c'est exactement ça. C'est l'impression parfois d'être le témoin de crimes de guerre, de massacres, parfois même de génocide, de savoir qu'on a aujourd'hui toutes les preuves, toutes les informations qui prouvent que cela est en train de se tenir sous nos yeux et que rien n'est fait, que la communauté internationale ne fait rien, qu'on se contente de quelques communiqués de circonstances. Évidemment, toute ressemblance avec une situation actuelle n'est pas fortuite. Eh bien, ce blues du reporter, je crois que moi, je l'ai ressenti avant même de devenir journaliste. Quand j'étais petite, je viens d'une famille, et je pense que c'est le cas de certains d'entre vous ici, où mes parents estimaient que leurs enfants n'avaient pas regardé la télévision parce que c'était trop violent. Et donc, à part quelques petites exceptions, dont le journal télévisé de France 2, eh bien, avec mes deux frères et ma sœur, on ne regardait pas la télévision. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une situation un peu paradoxale, presque étrange, maintenant avec du recul quand j'y pense, où contrairement à mes congénères, je ne pouvais pas regarder les aventures d'Hélène et les garçons à la télévision, mais en revanche, suivre dans le moindre détail la guerre en Bosnie ou le génocide des Tutsis, ça c'était tout à fait possible. Et là, si je referme les yeux, je me vois, petite fille à 9-10 ans, devant ce petit écran. Je revois le flot d'informations, d'images arrivant de Bosnie, arrivant de Srebrenica, de Kigali, ces cohortes de réfugiés bosniaques, ces corps entassés sur les routes du Rwanda. Ça m'a énormément marquée. Et donc, une fois adulte, je n'avais qu'une envie, c'était de devenir reporter et d'aller sur ces terrains-là. Et c'est comme ça que je me suis rendue donc en Bosnie, au Kosovo, au Bangladesh, dans les camps de réfugiés syriens, au Liban, au Rwanda, en Argentine. C'était devenu une obsession au point où, quand mes proches ou mes amis me demandaient sur quoi je travaillais, je répondais tout simplement que je continuais mon génocide tour. Mon génocide tour, c'est une expression à la fois affectueuse et en même temps pleine de cynisme. Je crois que pour faire ce métier, pour durer sur le long terme, il faut avoir une petite dose d'humour, noir de préférence. Et donc, mon génocide tour m'a emmené notamment au Rwanda. Au Rwanda, j'ai réalisé une série de reportages pour les journaux d'Arte. Et je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qu'on a consacré à ce qu'on appelle l'Umuganda au Rwanda. L'Umuganda au Rwanda, en fait, c'est le dernier samedi du mois. C'est vraiment un moment où la vie du pays s'arrête. Mais vraiment, quand je dis s'arrête, c'est-à-dire que le pays se fige. Et que vous soyez ministre, PDG, ouvrier, instituteur, peu importe, vous devez participer à des travaux d'intérêt collectif.
Ça peut être retaper une école, ça peut être donner un coup de bain à un voisin, ça peut être aménager un espace vert. En fait, la tâche en elle-même importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est de souder la communauté et la nation. Je vous rappelle que le génocide des Tutsis au Rwanda a fait entre 800 000 et 1 million de morts en seulement 100 jours. Et donc ce jour-là, ce samedi-là, nous étions arrivés en haut d'une colline de Kigali. Le Rwanda, c'est un pays splendide, magnifique. Vraiment, on en prend plein les yeux. Et d'ailleurs, on l'appelle le pays des 1000 collines. Et la première question que vous posez en arrivant au Rwanda, c'est comment un génocide a pu avoir lieu dans un endroit aussi beau. Donc ce matin-là, on était arrivé un petit peu en avance avec ma consoeur Anne Cohuette qui était à la caméra. Et évidemment, on en prenait plein les yeux de beauté. Et à un moment, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement étrange. J'ai senti comme un malaise monter en moi, quelque chose d'amer, d'âcre, une sensation très physique. Et au bout de quelques secondes, j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Je me suis rendu compte que ce jour-là, à Lumuganda, en fait, des dizaines, je crois même que des centaines de personnes étaient attendues. Il y avait énormément de monde. Les gens commençaient à arriver et tout près de nous, en fait, sont passés des hommes, des Rwandais, et ils tenaient des machettes à la main. Et cette simple vision d'hommes rwandais avec des machettes à la main m'avait glacé le sang, littéralement. Et là, très instinctivement, je me suis retournée vers Immaculée, qui est une Rwandaise Tutsi que nous suivions dans le cadre de ce reportage. Et je lui ai posé cette question très simple. Je lui ai dit, Immaculée, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une machette à la main? Son regard s'est figé le quart d'une seconde et elle m'a dit... En fait, elle m'a fait une réponse que j'avais déjà plus ou moins pressentie. Elle m'a dit que pendant très longtemps, après 1994, après le génocide, elle ne pouvait plus soutenir la vue d'une machette. Et que quand elle voyait une machette, elle demandait à ce qu'on l'éloigne de sa vue et qu'il pouvait même lui arriver d'avoir des crises de panique à la simple vue d'une machette. Mais qu'aujourd'hui, les années passant, elle avait retrouvé une espèce de paix intérieure et qu'elle était très fière de voir que ce geste, que je n'ose même pas refaire devant vous, ce geste qui avait ôté la vie à des centaines de milliers de ses compatriotes était devenu aujourd'hui un signe de la renaissance de son pays. Voilà, moi, c'est le genre d'histoire que j'aime raconter. Immaculée, sa machette, je n'oublierai jamais, comme je n'oublierai jamais les maires de la place de Mai à Buenos Aires, comme je n'oublierai jamais ces femmes qui continuent de se battre en Bosnie pour retrouver le corps d'un mari, d'un frère, d'un fils. Alors nous sommes spectateurs de l'actualité, mais il y a aussi des moments où nous en devenons des acteurs malgré nous. Et c'est ce qui m'est arrivé récemment en Tunisie, donc pays où j'habite. Je pense qu'on est ici sur un campus méditerranéen et moyen-oriental, donc je pense que vous avez un petit peu suivi les actualités en Tunisie ces derniers mois. Vous savez que des centaines de personnes ont été déportées dans le désert, en Libye, en Algérie, sans eau, sans nourriture. Il y a eu des morts. Alors on est en avril 2024, on peut avoir l'impression que les choses se sont calmées en Tunisie. En réalité, il n'en est rien. Les grandes villes du pays, en fait, ont été vidées, entre guillemets, de leurs migrants subsahariens. Et aujourd'hui, ces personnes sont toujours en attente de passer en Europe. Et en fait, elles sont concentrées dans les zones rurales de l'intérieur du pays, et notamment dans des oliveraies, et donc loin des ONG et des médias. Et donc, avec un confrère tunisien à la caméra, on a voulu un petit peu aller raconter justement les histoires de ces personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles, qui ne sont pas acceptées en Tunisie, qui sont indésirables et à qui l'Europe reste complètement interdite. Je vous montre un extrait de notre reportage et puis on en parle juste après, si la commande fonctionne. Il y a un petit problème de son, je crois. Bon, on n'a pas la piste, on n'a pas la voix off du commentaire ni le témoignage. Bon, c'est pas très grave. Donc le jeune homme que vous voyez en fait s'appelle Smaïl, il est guinéen, il a quitté son pays et il espère pouvoir rallier l'Europe. Il nous a raconté son parcours migratoire et puis les difficultés qu'il vit au quotidien en étant en Tunisie. Il faut savoir que quand vous êtes dans une oliveraie comme ça, vous êtes à la merci de toutes les violences, à la fois celles de la
celle de la population, celle de la police. C'est vraiment une vie faite d'incertitudes au quotidien. Et donc, Smaïl nous a raconté notre parcours migratoire. Et comme souvent, en fait, en reportage, le plus important commence souvent quand les micros et les caméras sont éteintes. Et donc, on a commencé à discuter comme ça de façon très informelle avec Smaïl. Et j'ai remarqué qu'il y avait un livre qui traînait dans le camp de migrants. Et on s'est retrouvé à parler de lecture avec Smaïl, ce à quoi, évidemment, je ne m'attendais pas vraiment. Il m'a dit qu'il aimait la lecture, mais que malheureusement, souvent les personnes pensaient à leur apporter des vivres, mais jamais des livres. Et il a eu cette phrase si seulement on avait des livres, ça nous aiderait à tenir. J'avais tweeté d'ailleurs à l'époque. Voilà, j'avais pris en photo le livre qui traînait dans ce camp, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et donc ce soir-là, je suis rentrée chez moi en me disant que j'étais persuadée que Smaïl et son livre allaient entrer dans mon panthéon intérieur de toutes les personnes qui m'avaient marquée. Il allait rejoindre Immaculée, les mères bosniaques, les mères de la place de mai argentine, etc. Et le hasard fait que Smaïl a été arrêté quelques heures seulement après notre reportage, donc rien à voir avec le tournage en lui-même. En fait, il était sorti s'acheter à manger et la garde nationale tunisienne l'a donc arrêté avec d'autres migrants qui cherchaient juste en fait à acheter de la nourriture. Smaïl nous a recontactés, il nous a recontactés de Libye. Il avait été donc déporté vers la Libye. En Libye, il est tombé entre les mains d'un gang, d'une milice, qui demandait une rançon. Alors, Smaïl n'ayant plus ses parents, eh bien, il s'est tourné vers nous, les journalistes, pour nous expliquer la situation. Il nous envoyait des messages vocaux, il nous envoyait des vidéos. On sentait qu'il était affaibli, aussi bien physiquement que psychiquement. Et à certains moments, il nous disait même qu'il y avait des cadavres autour de lui et qu'il avait peur de mourir. Et là, moi, très sincèrement, quand j'ai fait ce métier, je savais que j'allais raconter des histoires de personnes, je savais que j'allais entendre des témoignages parfois un peu lourds et pesants, mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer qu'il allait y avoir un moment dans ma vie où j'allais avoir quasiment droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Et là, je ne sais pas vous ce que vous auriez fait à notre place, mais il fallait qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on paye cette rançon ou pas? En réalité, en fait, la réponse, il n'y a pas de réponse satisfaisante. La question est insoluble. C'est-à-dire que si vous payez la rançon, vous avez peut-être des chances de sauver cette personne, mais en contrepartie, vous alimentez un système criminel qui fait commerce de la vie humaine, et donc vous mettez en danger d'autres personnes. Ça a duré comme ça des jours, ça a duré comme ça des semaines. En réalité, ça a duré un peu plus de 2 mois, et puis Smaïl a fini par réussir à s'échapper par ses propres moyens sans qu'on ait à payer de rançon. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Smaïl, mais je sais que s'il avait été tué dans ces conditions, on aurait porté à jamais la culpabilité de sa mort. Et donc, évidemment, dans ces moments-là, le blues du reporter refait surface. Et j'ai bien conscience qu'à ce moment de ma présentation, vous-même, vous devez vous sentir peut-être pour certains submergé d'émotions. Je sais que vous connaissez nos reportages, mais pas spécialement les coulisses des reportages. C'est pour ça que je voulais vous en parler. J'ai aussi conscience qu'il faut que je prenne un petit peu soin de vous, donc on va faire une petite pause dans la narration. Je voulais vous rassurer et puis vous dire aussi qu'on fait souvent ce métier par amour et par passion. Moi, c'est à mes yeux le plus beau métier du monde et j'en changerai pour rien au monde. Et puis, au fil des années, je pense qu'on apprend tous à mettre en place des mécanismes de protection. On a tous des soupapes. Alors évidemment, la famille, les amis, les activités à côté. Et alors, pour qu'on reprenne un peu tous notre souffle ensemble, je voulais vous montrer un peu, moi, mon refuge face à la folie du monde. Alors, Conseil qui est tunisien va apprécier. Ce sont des images que... Moi, je fais beaucoup de kayak au large de Tunis. Donc, voilà, ça donne ça, le refuge face à la folie du monde. Et alors, ces soupapes, elles existent, mais c'est vrai que le métier de reporter, ça reste quand même un métier... Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce métier, c'est que c'est du 24 sur 24, et que même quand vous essayez d'échapper à la réalité, à l'actualité, elle finit toujours, elle, par vous retrouver. J'en ai fait encore l'expérience récemment, je suis allée faire un petit break de quelques jours au Caire parce que j'avais besoin de respirer, besoin d'oublier un peu l'actualité qui est très pesante en Tunisie où je vis, besoin d'oublier aussi ce flot d'images qui nous arrive de Gaza. Et il faut dire qu'aller en Égypte pour oublier Gaza, c'est une très mauvaise idée. Le hasard veut que j'ai fait la connaissance là-bas d'un photoreporter gazaoui qui venait tout juste de sortir de l'enclave. Il y a un soir où on a pris un pot comme ça entre journalistes et le hasard a aussi voulu qu'il soit pile face à moi. Et évidemment, on a parlé de la situation à Gaza.
Et là, face à moi, ce reporter m'a dit qu'en fait, lui ne trouvait plus les mots aujourd'hui pour nous expliquer ce qui se passait dans cette enclave palestinienne, qu'il se sentait complètement démuni face à l'indicible. Et il a voulu donner un exemple pour donner à voir ce que c'était que l'indicible. Il nous a expliqué qu'il avait perdu des membres de sa famille et qu'il avait vu les cadavres de certains membres de sa famille être emportés par des chiens errants affamés qui les ont dévorés. Et donc, face à ça, évidemment, vous êtes estomaqué. Et il a continué. Ce jour-là, il y avait sur la table un petit mouchoir qui traînait. Il l'a pris, il l'a soulevé, il l'a lâché, et puis, nous regardant dans les yeux, il a dit « Vous voyez ce Kleenex ? Eh bien, ce Kleenex a plus de valeur qu'une vie palestinienne. » Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Moi, je n'ai rien su dire. J'ai sombré dans le mutisme. Intérieurement, je me disais qu'il avait parfaitement raison, mais je ne pouvais décemment pas le lui dire. Et donc, quand il n'y a plus de mots face à la folie du monde, eh bien, restent les mots des autres. Si seulement nous avions des livres, disait Smaïl, nous avons la chance d'en avoir, et dans ce couffin qui arrive avec moi de Tunis, j'ai apporté un peu tous ceux qui m'ont aidé à tenir ces derniers temps. Donc il y a Charlotte Delbo, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a aussi du Mahmoud Darwish. Il y a aussi du Souleymane Béchir Diagne, qui est un philosophe sénégalais. Il y a l'Israélien Gidon Lévy, l'Israélien encore David Grossman, Hicham Battar, le Libyen, Simone Veil, la philosophe, Anne Dufour-Mantel, Stéphane Zweig. Et puis il y a surtout un poète que j'aime beaucoup et que j'espère que vous lisez, qui s'appelle évidemment Christian Bobin, le poète de l'espoir français. Et pour finir, je voulais vous lire un extrait du Plâtrier siffleur, qui est un tout petit, très grand livre. Je voulais le faire sur une musique d'un groupe emmené par un musicien tunisien qui s'appelle Melk Lahwa. Je pense que le monde est aujourd'hui plus carnassier. Les croisades, les guerres de religion ont été rudes, violentes même. Mais leur violence restait encore de vis-à-vis, si je puis dire, humaine. Je vois par moments comme une disparition de l'humain sur les visages. Je vois sur les chairs, sur les traits, quelque chose qui passe, qui a moins de lumière. Je pense qu'on a fait du mal à la vie. C'est comme si on avait boxé Dieu. Il peut encaisser beaucoup de coups, mais il y a un moment où il risque de descendre du ring. Il y a quelque chose de la vie qui ne disparaît pas, mais qui s'éloigne. La nature, la vérité, la beauté, la douceur, la lenteur, qui ont été mises à mal, ont juste reculé et deviennent un peu plus difficiles à saisir, à vivre. Trop de mal a été fait. Mais ce n'est pas irréversible. Je ne crois pas à l'irréversible. Je reste très confiant et je le serai toujours. L'humain, dans son fond, est invincible, ineffaçable. On reviendra aux choses vivantes et vraies, mais pour ça, il faudra que le point de lassitude extrême soit atteint. Il faudra qu'on ne puisse plus faire autrement. L'homme n'est pas plus mauvais aujourd'hui qu'hier, il est seulement plus perdu. Merci.